Rebonjour tout le monde, re-bienvenue sur H2D, une chaîne québécoise dédiée à des mini-aventures de Donjons Dragons en formule one-on-one, en tête-à-tête, avec nul autre aujourd'hui que notre nouveau aspirant héros, Joseph Carpentier, dit Boisjoli, incarné par nul autre que le très sympathique Alexis Huard. Salut Alexis. Hey, salut Félix, ça va bien? Ça va top niveau. J'ai très hâte de te faire vivre cette aventure. C'est un peu le premier... comme dungeon crawl que l'on vit sur la chaîne. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Mais on n'est pas encore rendu dans le donjon. Hein? Pour ceux Mais qui non. ne le savent pas, pour l'instant, on vient de rentrer dans un chariot et on vient de tomber sur la première fois depuis le début de cette chaîne sur un gnome. Ah oui, non, ça brasse ce Rage2D. Si jamais vous avez envie d'être notifié dès que l'on publie quelque chose, on vous invite à liker, abonner, prenez la mention que vous le voulez sur la chaîne de votre choix, mais restez informés, et comme ça vous allez pouvoir être avisé immédiatement lorsque l'on publie quelque chose. Et sans plus de préambule, Alexis, on se lance dans le deuxième épisode de la série Feu à volonté. Alors, on reprend la partie tandis que Joseph Boisjoli prit la peine de quitter la forteresse Castel-du-Cap en évitant toute confrontation, bien que sur le chemin du retour, il ait croisé des bandits et des coupe-gorges qui ont voulu collectionner l'armure de métal qui te sert de garde du corps. Tu as poursuivi ton chemin en bordure de la route jusqu'à un petit boisé où se trouvait un chariot. En apparence abandonné, guidé par un cheval armuré métallique et un petit feu. Il n'y avait pas âme qui vive, mais tu savais très bien qu'à l'intérieur de ce chariot, en t'approchant, tu reconnais les sceaux, justement les symboles de la compagnie des Trois Sceaux pour lesquels tu travailles. Investi désormais de la mission d'aller retrouver au pic de la dague, dans les monts noirs, l'entrée vers un temple déchu, tu as tiré la toile du chariot pour retrouver à l'intérieur de ce dernier les trois sceaux, qui ne sont pas les sceaux à apposer, mais les sceaux, les idiots un peu du village. Une petite blague camouflée, mais le chariot camouflait bien d'autres choses. Il camouflait trois gnomes, dont un qui, à ton arrivée, s'est émerveillé devant toi, avec deux gros favoris qui tirent sur le rose, mauve, les traits typiques d'un gnome, plus petit être, des yeux brillants, grand sourire qui te regarde, ses outils sont disposés sur la table. Le chariot d'extérieur est plus petit, mais quand tu arrives à l'intérieur, c'est un véritable atelier que tu as devant toi. Vraiment plus grand, décuplé, comme s'il y avait justement une magie plus ancienne qui avait permis d'enchanter le chariot. T'as Flax qui est à table, qui joue avec les petits chevaux de bois, semblable à celui que tu viens d'offrir à la nièce du prince Rembrandt, Agnès. Il joue, puis les chevaux semblent former une espèce de groupe, un stampede qui se promène sur la table. Plus loin dans la pièce, accoudé à la table, penché sur un vieux tome, sur des parchemins, tu as Torque, que tu sais que tu reconnais comme étant moins jovial, un deuxième gnome, avec une grosse barbe qui descend plus bas, très très fine, une espèce de back-coiffe un peu mohawk qui descend sur ses épaules, des cheveux gris, plus trapus, plus vieux, un peu le sage du trio, qui est en train d'étudier de vieux manuscrits. Et le troisième gnome qui est sur place, qui s'affaire dans les grands coffres, à replacer pour la 100e fois peut-être de la journée l'équipement, tapant du pied avant de poursuivre l'aventure, nul autre que Norski. Évidemment, ce sont des sobriquets pour leur nom complet Flaxivost, Turkibak et Norskipakpem. Mais on s'entend que comme on ne parle pas gnome, t'es rudimentaire en gnome, Joseph. Quelques petites bases pour pouvoir discuter avec eux. Tu les vois donc s'affairer à leurs différentes tâches, puis tous les trois se retournent vers toi quand tu rentres, et deux des trois se repenchent sur leur travail, et c'est Flax le premier qui t'adresse la parole. Joseph, viens voir, j'ai réussi. Le petit cheval a réussi à rattraper le deuxième. J'ai synchronisé un petit peu leur vitesse de sorte à pouvoir créer un semblant de stampede. Je suis convaincu qu'on va être capable de recréer cette grande bataille dont je t'ai parlé la semaine dernière. Allez, top là, vieux. Tape dans la main, fait signe d'entrée. Alors, dis-moi, ça a bien été? Oh, oui, comme je t'avais dit, Flax, j'ai donné le petit cheval. Ah, je suis très content.
Ah ouais, je suis bien content. Non, mais c'est des méchantes pièces là-bas, tu devrais voir ça. Il y avait comme une espèce de manoir qui t'ont construit des remparts tout autour de ça. C'est malade, malade, malade. Puis tu vois qu'il y a T'as un petit vraiment instant bien de. fait. Norski! Ah, excuse, t'allais dire? Qu'il y avait un petit instant de tristesse au moment où tu lui partages ça. Il parcourt ses yeux. Parce que une chose que t'ont révélé les gnomes avant qu'on aille à ton interjection à Norski, c'est qu'ils n'ont pas le droit de circuler librement. Et c'est la raison pour laquelle ils se fient à toi à titre d'émissaire. Ils ont été en quelque sorte bannis du royaume et on y reviendra plus tard. Puis moi, je viens de retourner le faire dans la plaie direct. Là. Ça n'a pas de détail là, ok? Norski s'approche de toi, un peu plus rustre, gauche, les gros cheveux roux, une grosse moustache très roulée là, avec de la graisse. Alors. Dis-moi, le jeune, ils t'ont confié la mission? Ouais, mon ambition m'a aussi donné ça, là. Je présume que c'est Norski qui est en charge de l'équipement et qui est plus organisé, fait que je vais y remettre la bourse de 200 pièces d'or, là. Ah! T'as un acompte? Ça va couvrir les frais. Très bien, Ah, très bien. écoute, c'est ça, là, tu m'en perds ta moustache, là. Ils ont pas gnomé avec ça, là. Écoute, ils sont prêts à rajouter 800 pièces d'or si on ramène l'artefact intact. Au même moment, t'entends un tombe qui se ferme derrière. Les petits chevaux arrêtent de courir sur la table. Ouais. 800 pièces d'or. Ouais. Fort probablement que ce n'est pas une petite mission de pacotille. Non. Écoute, là, ça va être quelque chose. Mais, ouais. 800 pièces d'or, là, ça te change une vie sur un méchant gnome de temps. Ah, eh bien, même si nous étions les gnomes les plus riches du royaume de l'Aigle, on serait encore et toujours confinés à notre tente. Mais, au moins, on pourra manger plus grassement. Exact. Puis, peut-être qu'on aura assez d'argent pour partir notre ligne de joueurs, comme on a tout le temps voulu faire, moi, Flax. Hey, imagine ça. Hein? Tous les jeunes, aux quatre coins du royaume de l'Aigle, qui disposent d'assez figurines de bois pour leur faire vivre les plus grandes batailles de ce monde. Ils vont triper. Ah, j'adorerais. C'est vraiment un de mes rêves les plus fous. Et ce serait un peu une façon pour moi de pouvoir être dans toutes les petites chaumières que je n'aurai jamais le plaisir de visiter. Je te promets qu'un jour, on va te faire un déguisement, Flax, puis m'en va t'emmener. Peut-être qu'on pourrait se grimper. Non, on ne se grimpera pas les uns sur les autres. Torque De toute qui est façon, derrière. c'est pas un temps pour aller gnomer dehors, là. Je présume que non, avec la pluie qui s'abat sur nous. Mais, bien sûr, il y a les promesses de richesse, et d'aventure, de gloire et de lignes de jouets. Mais qu'en est-il de la mission à proprement parler? Ouais, c'est ça. Là, Torque, sois pas fâché. Là. Mais ils ont rien voulu signer. Là. Pas de garantie. Ils ont pas de garantie. Pas de certificat d'authenticité. Ils ont pas de certificat d'authenticité. Ils ont pas d'assurance. Mais c'est parce que c'est comme une mission déguisée. Là. Parce que figurez-vous que M. Flagono était là. Un chic type, mais tu vois que. Tu vois que c'est pas le gnome le plus affûté de la gang, là. Mais c'est pas un gnome, évidemment. C'est un humain. Anyway. M. Flagono, il est comme allé chercher le prince. Le prince? Ouais, direct. C'est lui qui nous confie la mission. Hein. Sa famille royale, direct. Non, mais si c'est la famille royale, ça doit dire que c'est une mission de la plus haute importance et je suis pas certain qu'on a vraiment tous les équipements nécessaires pour venir à leurs besoins. Flax. Prends ça cool. On n'est pas encore parti, là. Avec 3000 qui est ici, les 3 gnomes les plus courageux du royaume de l'Aigle, puis mes quelques petits tours de passe-passe, là, on rentre là, on trouve le brasseau de l'Éternel, le brassereau de l'Éternel, puis on revient ici, là, ni vu ni connu, y a pas de stress. Le brassereau de l'Éternel, tu dis? Exactement. Jamais entendu parler de ça. Toi, Thor, Flax, ça vous dit quelque chose? Non. Non plus, pas pour moi. Et alors, petit, ils t'ont donné des informations, peut-être? Ouais.
Figurez-vous donc là, que dans le fond, eux autres, ils étaient au front. Ils ont récupéré un lot de textes anciens. Des vieux textes. C'est c'est du vieux texte. Et ça parle d'une vieille divinité. Là. J'y ai tout de suite dit. Là. On a une clause de divinité inconnue là-dedans. Là. Il a rien voulu savoir, ce contrat. Il n'y a pas de contrat. Tu es fier de toi, petit. Ils veulent pas signer, mais au moins on met nos termes et conditions. Regarde. Divinité inconnue, dans des vieux textes anciens. Fait que tout de suite, source de l'information, 3 sur 10 maximum. Pas fiable. Anyway. Dans ces textes-là, ça parle des monts noirs. Ça, c'est Aura, le nord du royaume. Là. C'est ben sa frontière. Puis dans ces monts-là, il y a le grand pic de la dague. Au grand pic de la dague, il y a évidemment, comme d'habitude, un classique temple caché, machin. On se doute qu'il va y avoir une coupe de pièges. Figurez-vous donc que dans ce temple caché-là, d'une divinité qu'on connaît pas, il y a un artefact qui a été oublié là, qui apparemment va changer le destin du royaume. C'est le brassereau de l'Éternel. Bon, là, tu vas me dire le nom, brassereau, connais pas ça. De l'Éternel, on va encore se clencher un artefact de prolongation de vie, de soins de santé, de restauration de l'âme ou de résurrection. C'est sûr qu'on s'en va dans ces eaux-là. Là. J'ai bien hâte de l'identifier, là, mais c'est sûr qu'on s'en va dans ces eaux-là. On te ramène ça ou on localise la tente et on trouve, on est capable de guider les gardes rapprochés de la famille royale à cet endroit-là. On ramène cette information-là ou le brassereau. Pas envie. Ah! Il y a de la petite compétition, man. Une autre compagnie? Probablement la compagnie de l'âne fêlé, c'est ça? En fait, c'est que ils ont récupéré le texte au front contre l'Empire du Soleil Noir. Fait que dans le fond, c'est pas les premiers détenteurs de l'information, tu me suis-tu? Fait que l'autre faction, ceux qui attaquent le royaume depuis des décennies, hein, eux autres aussi connaissent l'emplacement du temple de la divinité. Là. Ben, en tout cas, ils connaissent le pic de la dague, puis ils savent que le brasseau est là. Fait que c'est eux autres qui risquent de peut-être soit avoir embauché quelqu'un, avoir embauché une autre compagnie, ou bien directement eux autres qui vont venir nous mettre des petits bâtons d'un gnome. Là. Il y a un petit moment qui passe. Puis pendant ce temps-là, tu vois que Torque semble fouiller dans une petite bibliothèque de fortune dans ce chariot aux dimensions démesurées. Puis il sort un parchemin qui étale sur la table, tasse très délicatement, avec respect, les petits jouets de Flax et les tiens. Puis il déroule sur la table une carte. Vieille, ancienne, qui présente le royaume de façon très différente. Les régions semblent être divisées. Puis tu remarques que cette carte-là présente le royaume avant la conquête. Est-ce que tu crois que lorsqu'ils font référence au pic de la dague, ils parlent bien de cette montagne? Puis il pointe sur la carte, un peu en direction où tu crois que tu dois te diriger. Un grand mont, plus pointu. Puis tu remarques une chose particulière sur la carte. Au pied de ce mont-là, il y a le symbole d'une porte. Et puis un nom dans une écriture des runes très anciennes qui, même si tu as des connaissances de base en gnomish, ne veulent rien dire pour toi. Ah, écoute, Torque, ça se peut. Peut-être pas poser à cette question. Hein. Parce qu'il y avait une poutre, elle était croche, puis j'étais déconcentré. On ne pourra jamais véritablement faire de toi un membre de notre compagnie. Tu resteras toujours un peu un charpentier menuisier. Ah, regarde, hein. Tu peux sortir le gars de l'établi, mais tu peux jamais sortir le charpentier du gars, là. C'est ça qui arrive. Je vais la garder pour plus tard, celle-là. Fort utile. Écoute, petit, c'est simplement que si le pic de la dague auquel ils font référence est bel et bien le mont juste ici, le temple que tu recherches n'est pas véritablement un temple. C'est une ancienne citadelle. Aïe, tu te souviens, petit? On t'a parlé qu'avant la montée en puissance du royaume de l'Aigle, nous partagions le territoire avec les humains.
Nous avons même forgé de très grandes alliances avec certaines factions, autant dans la Ligue des Ducs que auprès du royaume lui-même. Malheureusement, ce fourbe et ce traître d'Archibald a trahi nos ancêtres. Archibald Ier, après avoir pris le trône de force, a banni toutes les petits êtres du royaume. Nos citadelles ont été vidées, les gnomes relégués en fantassins ou en fantasques petits jongleurs, et au fil du temps, notre savoir fut perdu et oublié à jamais. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas quitter ce chariot. Autrement, nous serions exécutés à vue par ceux qui savent que nous ne pouvons pas revenir. Ça n'a pas de maudit bon sens ce que tu me dis là. Ben, regarde. Vous savez, je sais pas trop comment vous le dire, boss, là, mais regarde, j'imagine que tu t'en doutes étant donné que j'ai pris la compte, là, mais moi, tu le sais, hein. Quand tu m'envoies négocier, des fois, je panique, là. Je l'ai pris à job, là. On a la compte, on a encaissé de 200 piastres. Écoute, gars, on a le contrat, là, faut qu'on parte, faut qu'on y aille, là. On n'a pas le choix. Écoutez, je ne veux pas proposer quelque chose qui sortira un petit peu de notre morale habituelle, mais s'il nous demande d'aller explorer une ancienne citadelle, et que nous avons déjà pris la compte, eh bien, on a déjà disparu pour moins que ça, hein? T'as rien signé de toute façon, Joseph. T'as pas prêté d'allégeance, de serment, fait de vœux ou quoi que ce soit? À cette heure que t'en parles, Flax, j'ai mis ma main sur un écu, puis j'ai répété à le gars, là. Au nom du pouvoir ou quelque chose de même, là. Je m'engage à agir. Ça, là. Eh bien, alors dans ce cas, peu importe que ce soit magique ou non, ou que ce soit un artefact ancien qui t'est lié jusqu'à ce serment, je crois que nous n'avons pas le choix de respecter notre parole. C'est la Monsieur réputation Flageolet. de la compagnie des Trois Sceaux. Ben ouais, puis M. Flageolet était là, il a pas manqué de respect en allant faire un rituel d'identification d'objet là, sur son vieil écu. Là. Tu voyais tout de suite, c'était un vieux artefact, là. Puis Monsieur Flageolet, il est maquillé. Il me faisait peur. Souvent, c'est des sorciers ou des magiciens qui se maquillent. Puis moi, là, la magie, là, tu sais, là, tout ce qui s'explique pas par la science, hein, comme je dis souvent, Flax. Tout ce qui ne s'explique pas par la science Puis c'est Norski, le vieux rustre, qui finit. ne s'explique tout simplement pas. Exactement. C'est ça que je dis tout le temps. J'aime bien des expressions, petit. Et on se retrouve dans une situation un petit peu délicate, par contre. Car vois-tu, s'il s'agit véritablement d'une citadelle, c'est peut-être un test. Peut-être qu'ils veulent savoir si nous savons qu'ils savent. Et qu'ils sachent que nous savons, et donc, par conséquent, ils veulent peut-être nous tendre un piège. Ah, écoute, moi, tu m'as perdu la première phrase, c'est ce que je sais. Ce que veut dire Norski, c'est que peut-être que la compagnie royale, la famille royale, présume que tu possèdes des informations sur cette citadelle. Il serait donc plus sage et avisé que nous ne nous y présentions pas, et que tu agisses à titre de seul explorateur pour cette aventure. Et comme tu le sais, de toute façon, grâce aux récents ajouts de Flax sur 3000, eh bien, nous pourrons discuter avec toi et te venir en aide au moment opportun. Nous devrons cependant rester dans la salle de commande. Puis il présente le chariot autour de lui. Ouais. Écoute, ben, je m'en doutais, là. Écoute. Bon, regarde. On va y aller, là. On n'a pas le choix. On va y aller tout seul. Ça semble être évidemment une meilleure décision de pas trop vous montrer, rester caché ici. Peut-être même aller un peu plus loin dans la forêt, là. Il y a une coupe de coupe-gorge pas trop loin qui commence à rôder autour des lieux. J'ai réussi à acheter le silence avec 2 pièces d'or, mais je sont un peu trop proches du wagon, là. Faudrait qu'on s'en aille un peu dans la forêt avec le wagon. Eh bien, je pense que la décision la plus avisée est de reprendre la route. Ouais. Confions la route à notre fidèle destrier.
nous en avons de toute façon. Puis il pointe sur la map, puis il commence à faire quelques calculs avec des petites règles qu'il y a à proximité. J'estime que par les chemins les moins fréquentés, si nous partons maintenant, grâce à la vitesse de notre destrier, nous pourrions probablement être sur place demain, dans la fin de la journée. C'est très rapide, ça, j'y ai pas dit. Là. Il pense qu'on va prendre 4-5 jours pour se rendre là-bas, là, lui. Là. Flax se surenchérit. Eh bien, ce serait très mal connaître mon destrier à moi. J'ai fait quelques améliorations sur le cheval à l'extérieur. Je crois que tu vas être très surpris. Bon, c'est sûr que pour l'instant, il ne va qu'à une vitesse que d'un seul cheval vapeur. Mais j'imagine qu'on pourra l'améliorer au cours des prochaines semaines. Bah, tu sais à quel point j'aime ça travailler sur le Vibro Flaxoflax 3000. Là. Ça va me faire plaisir de travailler avec toi là-dessus. Là. Merci, Joseph, de toujours être aussi passionné par mes projets d'ingénierie. Bon, alors, je vais ramasser le feu à l'extérieur, rentre GDC à l'intérieur du chariot, et prenons la route de ce pas. Je vais réparer des encans, des vivres, et nous pourrons tout mettre en œuvre afin que tu aies exploré cette vieille citadelle. Puis là, le plan de match, dans le fond, là, c'est que moi, j'y vais, vous me dites rien sur la citadelle, même si vous avez de l'info, pour pas que ça paraisse que j'en ai, c'est ça? Eh bien, nous n'avons pas trop d'informations sur la citadelle. Car vois-tu, l'information que nous possédons sur nos propres ancêtres n'est que de vieilles cartes et quelques légendes transmises de père en fils pendant plusieurs générations. Les portes de la citadelle sont closes depuis maintenant plus de 100 ans. Ce qui se trame à l'intérieur, nous ne le savons pas. Et pour ma part, je ne vivais pas dans cette dernière. Chaque citadelle est propre à ses citadins. Je ne peux malheureusement pas être d'une très grande utilité. Pendant que tous s'affairent à la tâche, il y a Thor quand même qui te révèle quelques informations sur les citadelles qui peuplaient le royaume jadis. Souvent, ces citadelles qui étaient construites à l'intérieur des montagnes puis à proximité des forêts renfermaient d'immenses forges ou des grandes salles de transformation, où la magie des gnomes pouvait être combinée à l'art de la forge des nains, qui était la ligue des petits êtres qu'ils s'appelaient. Donc autant les nains que les halflings, les halflins, que les gnomes vivaient dans une harmonie, dans un commerce entre eux triangulaire, mais les citadelles appartenaient vraiment aux gnomes et aux nains. Okay. Ils partagent deux informations importantes mais peu précises. Ces citadelles-là étaient faites pour endurer des sièges, des catastrophes naturelles, des cataclysmes, et étaient suffisamment anciennes pour abriter de nombreuses alcôves, des chambres. Bref, ce sont des forteresses dans les montagnes. Il y a donc fort probablement des postes de défense ou des mécanismes de protection. Tandis que le chariot se met en branle, que GDC rentre à l'intérieur, que vous prenez la route, que Norski fait apparaître une espèce d'illusion de cocher à l'avant qui donne les coups de fouet sur le cheval, puis que tu vois qu'il y a quand même un bon coup de vitesse qui se donne, mais que tout semble en place, les éléments fixés autour de toi dans le chariot. Il partage une deuxième information. Au moment où le royaume de l'Aigle a décidé de bannir les citadelles, et de bannir les habitants, c'est-à-dire des citadelles, il semblerait, la rumeur dit qu'il a fait des pactes avec d'autres forces qu'il avait recrutées. Que sa montée au pouvoir, bien qu'obscure, l'information qui s'est passée de bouche à oreille autour des feux en catimini depuis 7 générations, c'est que c'était une armée composée de nombreuses factions différentes pour rivaliser avec la Ligue des Ducs. Il y a donc fort probablement quelqu'un, quelque chose, un clan ou autre, qui s'est fait offrir cette citadelle. Ça fait quand même plus de 100 ans. Est-ce qu'ils sont encore sur place? Qu'est-ce qui s'est passé? Dur à dire. Et si tu les questionnes sur l'Empire du Soleil Noir, puis la possible rivalité qu'ils ont à explorer les ruines, malheureusement, ni Norski, ni Flax, ni Torque n'a d'informations à te révéler. L'Empire du Soleil Noir ne veut absolument rien dire pour eux. Ok. Vous prenez donc la route. Et la journée s'étire. Le temps passe. Tu t'affaires à l'intérieur avec Flax à perfectionner les différents jouets mécaniques. Il te montre certaines améliorations qu'il apporte à GDC 3000. Il te montre les croquis, les dessins qu'il a fait du
Vibroflax Flax 3000, comment tu l'as appelé tantôt, le cheval? Vibro Flaxoflax 3000. Le Vibroflaxoflax 3000. Je vais le prendre en note parce que c'est très nice. Flaxoflax 3000. Excellent. Au bout d'un certain temps sur la route, le cheval ralentit son pas pour ne pas trop attirer l'attention au moment où vous croisez d'autres chariots, d'autres passants, des groupes de pèlerins. Et la pluie laisse place de plus en plus à un petit soleil très faible qui perce les nuages et qui commence lentement sa descente afin d'aller terminer la journée. Et vous êtes habitué de vivre à l'intérieur de ce chariot qui, enchanté de génération en génération, vous offre tout le confort nécessaire pour vivre sur la route. Si tu veux te figurer un petit peu une image un peu plus moderne et contemporaine, dans ce petit chariot qui semble abriter à peine quelques caisses et peut-être 1 ou 2 passagers, c'est l'équivalent de si tu rentres dans une espèce de véhicule récréatif, là, un VR de luxe. Là, il y a tous les compartiments, les pièces que vous pouvez avoir besoin dans les petites tentes. C'est assez fait sur le long, mais quand même, vous avez vos aises, vos petits espaces, les hamacs qui vous permettent de vous coucher. Au bout d'un instant, peut-être, tu t'installes dans un hamac ou autre. Je t'invite à me partager ce que tu veux faire pour amorcer ton long rest et le début de la journée du lendemain, tandis que le cheval, lui, continue sa route pour la nuit. Ouais, dans le fond, Joseph, vous allez apprendre à le connaître un peu plus, là, ça va rapprocher les auditeurs du personnage. Joseph, il va prendre dans ses bagages une vieille boîte en bois. La majorité des jouets là, avec lesquels Flax travaille et tout ça sont de bonne fac, sont en bon état, sont neufs ou en train d'être conçus. Cette boîte-là, on voit qu'elle me suit partout, que ça fait des jours, des années que je la traîne. Elle est un peu effilochée là, sur les côtés, les coins sont un peu pâlis. Et puis sur le dessus, là, on voit gravé là, le mot charpentier, là, qui est le nom de ma famille. Là. Charpentier Boisjoli. Puis quand je l'ouvre, en fait, là, c'est une boîte avec un petit levier que je peux faire bouger et qui fait jouer des petites notes de musique. Et au centre, il y a des figurines avec un petit chemin tout tracé. On voit dans le plein centre, on voit un homme et une femme enlacés, assis sur un banc, qui regardent une petite fille courir tout autour de la boîte et qui s'arrête devant une petite roche. Et selon les notes de la musique, quand il y a une petite note de violon de la petite roche, il y a un petit gnome aux cheveux mauves avec des gros favoris de chaque côté de la figure qui ressemble beaucoup à Flax, qui sort, qui envoie la main à la petite fille, qui elle se met à rire et continue son chemin tout autour. Donc c'est petite boîte à musique qui dépeint Joseph, sa femme et sa petite fille qui courent dans son genre. Excellent. Alors, je vais la sortir, puis je vais essayer de la réparer, puis je vais dire à Flax, Flax, passe de quoi? À la fin, le rire marche plus. J'ai bien beau essayer de me rappeler à la scène, puis de me concentrer sur la boîte, comme tu dis, mais c'est comme si j'oubliais ce qu'elle comptait à la fin, t'en souviens-tu? C'est normal. Le temps passe, Joseph. Tu te souviens, ce qui nous a permis d'améliorer cette boîte, c'est une certaine forme d'enchantement. C'est relié à tes propres souvenirs. J'oublie un peu ce que c'est la vie normale à force de vivre dans cette tente. En fait, le plus clair de mon existence, je l'ai passé ici, cloîtré dans ce chariot. Moi aussi, j'oublie l'odeur des fleurs, la sensation du soleil sur son visage jour après jour, dormir à la belle étoile. Peut-être que tu es en train d'oublier le rire. Peut-être que ton souvenir aussi s'effrite et s'efface. Puis penses-tu m'approcher un peu de Flax? Brasseau de l'Éternel. Peut-être que ça pourrait me ramener son sourire, son odeur. Peut-être qu'on pourrait les revoir, Flax. Je connais pas beaucoup la magie. Ni les artefacts anciens, c'est plutôt le truc de Torque, mais... Une chose que Torque dit toujours, c'est que... rien n'est gratuit dans la vie. Jamais. Et que plus ça nous donne des grands pouvoirs, eh bien plus ça coûte cher.
Vous regardez tous les deux la petite boîte qui s'anime. Puis c'est vrai que par certains moments, le son semble manquer. Comme si justement certaines parties de tes souvenirs s'effritaient. Puis au bout d'un moment, Flax te laisse seul contempler l'intérieur de la boîte à musique. Probablement que dans les heures qui suivent à la contempler, tu finis par la refermer puis sombrer dans un long sommeil. Tandis que le chariot, la carriole, guidé par le destrier qui lui n'a pas besoin de se reposer, continue sa route et son chemin. Et tu passes ta première nuit sur la route. Dans tes songes et tes rêves, c'est un mélange de tes souvenirs antérieurs, puis aussi peut-être une partie de ton angoisse, de cette visualisation de ce qui sera la prochaine étape de ton périple, la toute première aventure en solo que tu accompliras pour la compagnie des Trois Sceaux. Puis tu contemples, tu sembles te voir dans une pièce vide, noire, sombre, avec un très grand écho, comme s'il y avait un calice sur un autel qui brûlait de toute flamme. À chaque fois que tu tentes de t'en approcher, la distance, elle, semble rester la même. Même si tu marchais, tu cours, le calice semble toujours rester inatteignable, mais de plus en plus chaud. Puis tu te réveilles en sueur, vraiment comme détrempé, comme si tu avais vraiment eu fait de la fièvre ou que tu avais eu très chaud toute la nuit. T'es réveillé au matin par une journée un petit peu plus froide, peut-être la queue de la tempête qui a frappé le royaume au cours des derniers jours. Le sol est détrempé, la rosée le matin est bien présente. Le bruit des sabots qui percutent la route, puis l'espèce de petit mouvement de gauche à droite du chariot sur le chemin est assez familier pour toi. Il y a une odeur, un peu comme si du bacon, un petit saucisse était brûlé à l'intérieur dans un tout petit fourneau fait à cet effet. Une gamelle qui t'est distribuée, avec un thé très floral, des notes de fleurs, un peu de vanille, un soupçon de cannelle. Quelque chose d'assez punché pour te réveiller dans cette belle journée. Les gnomes sont de nature assez silencieuse le matin. Flax a appris à pas les déranger. Il est en train de travailler sur d'autres petits jouets. Et Torque t'annonce que ce matin, t'as dormi un petit peu plus tard que d'habitude. Et qu'au cours des prochaines heures à peine, en fin d'après-midi peut-être, sur l'heure de la tombée du jour, vous allez pouvoir arriver au pied du pic de la dague. Par contre, comme il a été discuté la veille, à ce moment-là, toi et GDC 3000, vous allez débarquer du chariot. Ils vont aller mettre le chariot un peu plus en retrait dans les boisés. Et tu pourras continuer seul avec GDC ton chemin jusqu'à la porte du pic de la dague. Afin de simplifier peut-être cette partie de l'aventure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu désirais faire en préparation à ton arrivée à la porte? Ouais. Ben, en préparation à mon arrivée à la porte, dans le fond, je vais m'assurer là, que tous mes dispositifs fonctionnent. Donc, j'ai une espèce de petit, je vais dire un bracers en anglais, là, un plastron d'avant-bras, je sais pas comment le dire en français, là. Un bracers, avec un petit compartiment qui a de la vieille huile là, que je recueillis quand on fait de la mécanique puis qu'on a ça qui traîne. Donc je remplis ça, de ça, je m'assure que la valve n'est pas bloquée, que ça va pouvoir être lancé. Je m'assure que mon wood carving knife, donc mon couteau à bois est bien affûté, est bien tranchant. Et puis je vais également fouiller dans mon coffre qui est sous mon lit. Je vais essayer de récupérer deux objets. Deux objets cassés, de vieux équipements d'aventuriers, des anciennes lunettes avec des vitres vertes. Poussiéreuses, on dirait des fonds de bouteilles verts là, qui ont été rafistiolés, qui étaient d'abord davantage prévus de la taille d'un gnome, qui ont été agrandis là, pour pouvoir fonctionner sur mon crâne, et puis qui sont des anciennes lunettes d'aventurier que je vais mettre sur ma tête. Mais comme la vitre est poussiéreuse, cassée, c'est plus un porte-bonheur là, qu'un équipement, un équipement que j'utilise. Puis je vais également prendre ma vieille cape trouée, et non pas ma cape de pluie, là, vraiment ma cape de chasseur de tombes, là, donc de tombeaux, de pilleur de tombeaux, d'aventurier, qui appartenait à mon père, dans le fond, puis qui est dans la famille. Une bonne vieille cape de voyage là, que je vais nouer
à mon cou. Ça, les gnomes autour de moi savent que c'est comme mon moment avant la partie, avant le match. Là. Ils savent que je fais ça dans les dernières minutes avant de partir, puis qu'une fois que je vais être tout équipé, que tout est prêt, puis que j'ai ma dague à ma ceinture, qui est aussi mon couteau à bois, ma cape, mes vieilles lunettes, ça, c'est signe que je suis prêt. Là. Excellent. Fait qu'il te voit faire ce rituel-là. Flax sait qu'il ne te dérangera pas, mais juste avant que tu puisses arriver à destination, il va te montrer l'état d'avancement des différentes modifications qu'il a apportées à GDC 3000. Il y a un système de communication qui a été amélioré à l'intérieur qui va te permettre, en appuyant sur un glyphe puis en faisant un symbole sur l'équivalent d'un plastron qui servira de pavé tactile pour le besoin, tu peux faire un glyphe qui va te permettre de rentrer en communication, donc de caster le spell message. On ne sait pas jusqu'à quel point ça va être utile une fois rentré à l'intérieur du tombeau, mais au moins à l'extérieur, si tu as besoin de communiquer avec eux, ça sera possible. Puis il y a des compartiments à l'intérieur de GDC, cette armure de métal qui en fait révèle ne pas être animée par autre chose que la magie des gnomes, qui permet de stocker peut-être des matériaux ou autres que tu récolteras. Puis il te mentionne que si jamais tu retrouves quoi que ce soit de valeur qui pourrait être utile à vos travaux pour lancer votre compagnie de jouets, il t'invite à le placer dans GDC. Le robot en a dedans. Parfait. Et c'est ainsi que, en jetant un coup d'œil à l'extérieur du chariot, tu ressens aussi même dans la gravité à l'intérieur du chariot que vous êtes en train de monter tranquillement la côte, une côte qui serpentine à flanc de montagne. Et vous semblez faire irruption dans l'équivalent d'une grande carrière de pierre. Tout est très vieux, même le chemin a dû être très bien travaillé par le cocher pour éviter que le cheval, même si c'est une construction métallique, ne soit endommagé. C'est un chemin qui n'est pas du tout fréquenté. À certains moments, vous devez même vous arrêter, puis toi, Flax ou Norski, vous allez à l'extérieur, tasser des branches, couper des feuillages pour poursuivre votre chemin. Si bien qu'à un certain moment, on se rend à l'évidence, le chariot ne pourra pas poursuivre. Et il se range sur le côté. Tu fais tes salutations aux gnomes. Ils te retournent leurs salutations. Bonne chance, petit. Nous avons très confiance en tes compétences. Fais honneur à la compagnie des Trois Sceaux. Tu es véritablement un des membres de notre groupe. Surtout. Norski met la main sur ton épaule, l'autre main sur ton autre épaule. Te regarde. Pas en haut, plus petit que toi. Souviens-toi d'une chose, très importante. Ne fais pas confiance à personne. Sauf si en dedans de toi, tu ressens que c'est la bonne chose à faire. Nous ne t'envoyons pas comme émissaire parce que nous avons confiance simplement en ta belle verve et en ta capacité d'être humain. Non, nous faisons confiance à ton jugement. Alors ce sera à toi de prendre les bonnes décisions le moment venu. Très bien. On fait notre petit cri de ralliement? Un pour tous et tous pour Gnome! Tous pour Gnome! Et tu quittes le chariot, flanqué de GDC 3000, ce garde du corps métallique qui continue à t'escorter. Et tranquillement pas vite, le décor idyllique d'une forêt présente, accueillante, laisse place à une forêt moins accueillante. Les branches des sapins se transforment en ronces. Le sol composé de galets devient plus difficilement praticable, de petits ruisseaux asséchés qui ont dû serpenter dans les chemins. Bref, tu te rends de plus en plus compte que tu es dans un lieu peu ou pas fréquenté et surtout inhospitalier. Tu as quand même, à quelques moments, ton regard se pose sur des éléments du paysage autour de toi. C'est pas un lieu qui est isolé du reste du monde depuis une centaine d'années. Il y a des petits animaux qui doivent vivre ici, des petites bêtes qui doivent se promener, peut-être quelques prédateurs dans les bosquets ou autres. La nature a réclamé le lieu sauvage autour de toi. Par d'autres moments aussi, tu aperçois d'autres choses autour de toi. Et pour le savoir, je t'invite à rouler un D20 plus perception. Joseph. Ouais. Plus notre aventure se poursuivra, Joseph, plus tu seras amené à rouler de dés, mais comme... bon. Coup critique? Coup critique, wow! 21 au total, ça commence 21. bien la partie. Ah, ben ça, je suis content, ça me fait plaisir. Parce que c'est rare que j'ai des bons jets de perception avec ce personnage-là, étant donné que j'ai un très petit modificateur, fait que on va le prendre. Et tu fais très bien. Il y a 3 choses d'importance que tu remarques autour de toi. La première chose de moindre importance que tu constates dans les environs,
c'est que la nature est très sauvage. Et bien que tu sois un habitant des faubourgs, tu constates à quelques endroits dans le sol, dans la boue fraîche des derniers jours, des traces qui semblent disparaître de petits animaux. Et à un endroit, tu es convaincu de retrouver les restes d'un petit daim qui semble avoir été dévoré par des prédateurs sauvages. On parle pas ici, à ta connaissance, de créatures monstrueuses dignes des légendes, mais peut-être plutôt à des prédateurs naturels qui occupent les lieux et qui exploitent la deuxième chose d'importance que tu remarques. Plus tu te rapproches du pied de ce pic très droit, très pointu, que maintenant que tu es à proximité, tu constates porte bien le nom du pic de la dague. Il y a autour de toi ce que tu prenais au début pour des pierres, qui sont des pierres amoncelées les unes sur les autres, avec des vignes à l'intérieur. Tu es en plein milieu d'une ruine. Les ronces que tu constates semblent avoir été créées ou la résultante d'un mal qui ronge ces ruines, entourant le pied de la montagne. Plus tu regardes avec ton critique, plus tu constates que c'est pas juste 2 ou 3 bâtiments. Il y avait une ville ici, avant, il y a très longtemps. Et la ville n'a pas simplement disparu. Les ruines sont pas comme une maison abandonnée. Les ruines ont été détruites, comme si on avait voulu effacer leur histoire. Et la présence de ronces, aussi abondante, la présence de feuillus noircis, sales, le fait que le lieu soit si inhospitalier, il y a une malédiction qui a été jetée sur les environs pour la détruire. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Et avec ton critique, la troisième chose que tu constates, au pied de la montagne, même à une bonne distance, tu dois être à une centaine de pieds. Tu vois que dans la pierre, il y a une petite alcôve qui semble avoir été travaillée. Il y a bel et bien des choses qui ont dû être placées devant, mais même la plus lourde des malédictions ne peut pas maudire à jamais ce qui semble être la porte de la citadelle. Par contre, grâce à l'aptitude de GDC 3000 et grâce à ton critique, il y a une quatrième chose qui se révèle à toi. Les 3 choses décrites dans ton environnement. La quatrième, t'entends des grognements autour de toi. S'imagine, juste pour que tu puisses te visualiser, tu circules dans une végétation luxuriante et surabondante, avec des pans de murs détruits, des pierres qui s'amoncellent, et dans les ombres et derrière certaines de tes ruines, tu sembles percevoir quelques petits gravats qui déboulent, qui se cognent contre d'autres pierres. Il y a quelque chose qui te suit. Une bête, un prédateur, qui semble attendre le moment opportun pour fondre sur vous. Et convaincu même à un certain moment voir 2 yeux jaunes qui brillent l'espace d'un instant, miroitant le reflet d'une lumière, un trait de lumière qui passe à travers l'épais feuillage. Ok. Comment veux-tu préparer à ça, Joseph? 3000. 3000. Arsu, ici. On va faire comme on a fait il y a une couple d'années dans la crevasse de la montagne cachée des nuages. Tu te souviens? Puis là, dans le fond, on avait fait, on s'était assis dos à dos en faisant semblant de dormir. Et puis, on se tenait prêt en offrant comme si on était un bait là, à la proie, comme si on était la proie en fait au prédateur. Et puis quand il va, dans le fond, quand il va sauter là, moi, quand le prédateur va s'avancer, moi je me mets prêt puis je monte sur les épaules de 3000 là, puis on est prêt à se battre dans le fond. On tend un guet-apens. Puis je vais juste prendre dans ma main mon couteau à faire mon couteau à bois. Et bon, mon boomerang, dont l'extrémité supérieure est en fait en pierre et me permet parfois d'allumer du feu, de préparer des petits feux de campement et tout ça. Donc j'ai mon boomerang, puis je m'accote là sur 3000, puis on fait semblant de se reposer en attendant que peut-être...
Donc, vous vous approchez quand même relativement près de la porte parce que c'est le lieu le plus dégagé. Donc, juste pour que tu te figures quelques distances, là. Tu sais, tout autour de toi, autour d'une trentaine de pieds là, de rayons là, dont tu es le point central. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de ruines. Donc, tu es dans un endroit assez dégagé. Face à toi, il y a le chemin qui retourne vers la route principale. Et dos à toi, tu as 3000 qui, lui, fait face à la falaise, au pic, au centre duquel il y a cette porte que tu pourras examiner plus tard. Parfait. Vous feignez déposer vos sacs, vos équipements, vous adossez l'espace d'un instant, tu tires ta gourde, prendre une rasade d'eau, et je vais t'inviter de faire un jet de Deception, s'il te plaît, à Oui. avantage. Par D'accord. 3000. À avantage. Wow. Deception, tu m'as dit. Ouais. J'aurais vraiment. Je joue cette partie-là comme si j'étais un barde, hein, c'est le fun. Oui, c'est à date, c'est très bardique ton aventure. Ouais, ouais. J'ai roulé 17. 17. Le stratagème que vous avez répété à plus d'une reprise semble être une pièce de théâtre parfaite, digne des meilleurs bardes du royaume des Terres du Renouveau. Et donc, au bout d'un moment, tu redéposes la gourde à ta ceinture, vous vous installez et tu feins fermer les yeux, les oreilles grandes ouvertes à l'affût. Et t'entends, ça prend quelques minutes à peine, dans les bosquets et dans les ruines à proximité, autant à ta droite qu'à ta gauche, comme si deux bêtes semblaient s'approcher de vous. Plus grosses, plus massives, mais très feutrées, très furtives. Le bruit de leurs pattes et de leurs griffes racle le sol. Tu tends l'oreille dans l'espoir de reconnaître ce que c'est. Tu es à l'affût, tu ne peux pas être surpris. Et à 30 pieds de toi, t'entends... un grognement lourd. Tu fais juste entrouvrir les yeux et tu vois deux immenses chats sauvages. Un peu des cougars, si tu veux. Des pumas. Peu importe ce qui convient au biome. Deux grosses bêtes tachetées qui s'approchent de vous lentement en essayant d'être le plus silencieux possible pour pouvoir déguster leur encas d'aventurier. Et tandis qu'ils sont à une vingtaine de pieds de toi, est-ce que tu veux déclencher votre stratagème? Tu les laisses approcher à 10 pieds? Non, même à 30 pieds, en fait, j'aurais déclenché le stratagème, fait que je vais le prendre à 20, là. Donc, entre 30 et 20 pieds, ils s'approchent de toi, puis ils commencent à accélérer un petit peu pour foncer vers vous. Et tu lances le code directement à GDC 3000. Quel est le mot qui déclenche votre opération? Quel est le nom de ce stratagème, de cette stratégie? En fait, il n'y a pas vraiment de nom, là. C'est plutôt Joseph. Écoute, regarde, Joseph, c'est un gars des faubourgs. Il a grandi dans les milieux ruraux. Fait que ce qui désamorce sa nervosité puis ce qui le met en mode combat, c'est le chant du coq. Fait que quand il va sentir que les chats sont proches, il va faire. Non, c'est plutôt un corbeau finalement parce que je suis pas capable d'imiter un coq. Fait qu'il va faire. Ça veut dire qu'on y va. Et tu vois tout de suite les deux espèces de gros chats sauvages qui se plaquent dans le sol, comprennent pas trop ce qui se passe, et ça va vous donner droit à un surprise round. Et je vais t'inviter pour la première fois de cette aventure sur H2D, mon très cher Alexis, Joseph, à rouler initiative. Oh, merde! J'ai roulé 4. 4 d'initiative. Excellent, Oui. je vais te demander de rouler une autre initiative aussi, qui sera l'initiative de GDC. 3000. Je te donne le D20 ou Ouais, tu D20, me donnes un D20 straight, modificateur? Ok, parfait. J'ai roulé 6 sur le D20. Ouh, ok. Ah, bon, on est. Moi puis 3000, on est plus des gars de. Tu sais, on est patient. Non, non, c'est ça, vous êtes patient. De toute façon, vous avez un round de surprise. Bah, hey, en plus. Excellent. Donc, à disons 25 pieds de part et d'autre de toi, à droite et à gauche, t'as deux espèces de cougars, appelons-les ainsi là, pour les besoins de l'initiative, qui se plaquent au sol après le cri du corbeau. Tu te lèves tout droit, GDC se lève lui aussi, 3000. Vous êtes les premiers à parler de façon concertée. Qu'est-ce que tu veux faire, Joseph? Parfait. Ben, dans le fond, je vais lever ma manche puis je vais utiliser mon dispositif que j'avais sur mon armure d'avant-bras. Puis je vais juste, un peu comme Spider-Man, là, venir saisir le dessous
Puis je vais utiliser l'huile qui est emmagasinée dans mon réservoir pour asperger le sol entre l'un des deux chats et nous, donc de l'un des deux côtés, de graisse en utilisant le sort. Puis c'est bizarre parce que sur le dispositif, dans le fond, pour faire ça, là, il fallait comme que je bloque le tuyau, sinon ça s'écoulerait tout le temps. Puis la meilleure chose que j'ai trouvée pour bloquer le tuyau, c'est un morceau d'intérieur de porc. Ah, ben oui, pourquoi pas. Parce que c'est un sort avec une composante, donc c'est comme un petit peu que je tire et ça libère le tuyau pour faire gicler la graisse entre 3000 et le chat. And this, ladies and gentlemen, is how you cast a spell. Excellent. Fait que tu te retournes avec ton dispositif à l'avant-bras, tu lances la graisse au sol, puis en utilisant un morceau d'intérieur de porc, tu viens bloquer le mécanisme, ce qui fait que la graisse s'arrête. Et la conséquence du sort, dans le fond, c'est Grease que tu lances? Exactement, c'est ça. Donc, ça fait en sorte que la graisse le recouvre un endroit de 10 pieds, de 10 foot square, dans un point central que j'ai identifié entre nous et le chat. Et ça fait en sorte que quand la graisse apparaît, toutes les créatures qui sont à l'intérieur de cet endroit-là doivent réaliser un jet de dextérité. Sinon, ils tombent prompt. Prompt. Regarde. On invente. C'est du difficult terrain, cet endroit-là. Excellent. Donc, tu en touches une des deux. Tu vas faire son jet de dextérité. Exactement. Malheureusement, c'est un natural 20 sur son jet de dextérité de sauvegarde. J'imaginais que ça allait pas faire trébucher un chat des montagnes, hein, mais au moins c'est du terrain difficile maintenant. Excellent. Au moins c'est du terrain difficile. GDC 3000, après avoir combattu avec lui à de nombreuses reprises, tu le sais, c'est un pugiliste. Une armure de métal qui n'a pas besoin d'armes. Il est l'arme. Il se place en position à côté de toi. Quelle serait l'action que tu voudrais qu'il fasse? Ben, j'imagine qu'il foncerait vers l'autre chat, en fait, dans l'autre direction. Et moi, je vais le suivre en utilisant mon mouvement. Tu nous as dit que c'était de l'effort concerté. Fait que on va s'éloigner, en fait, du terrain difficile. Excellent. Donc, tu te retournes, tu lances la graisse, tu mets la main sur lui qui, dans le mouvement, t'entraîne. Il part en courant vers l'autre chat, qui était convaincu de s'attaquer à deux aventuriers endormis et qui maintenant se fait foncer dessus par un humain traîné par une grosse armure de métal. Qui va asséner un coup de poing. C'est toi qui vas rouler. Le modificateur pour toucher est 5. Très bien. Donc, j'ai roulé au total 16. 16, ça touche sur le chat des montagnes. Je t'invite à rouler ses dégâts. Le point mécanique s'abattant avec le piston, 1d8 plus 3. C'est ça que tu m'as dit, hein. Je l'ai pris en note ici, pas hein. Ah, sort parfait! 8, donc plus 3, 11. 11. Il prend son poing qui abat comme un pugiliste. Crac! Ça casse le crâne du chat. Qui tombe au sol. Qui essaye de couiner, qui essaie de se dégager. Puis il va juste accoter son pied dessus. Puis il va l'enfoncer dans le sol. Et un des deux chats est déjà hors combat. L'autre chat, voyant que son comparse semble s'être fait attaquer, c'est lui le prochain à parler dans l'initiative. Il va partir en courant vers vous. Il va avoir de la difficulté en passant à travers la graisse, étant pris un peu dans cette adrénaline et la réaction du combat. Et donc, s'il passe dans la graisse, il faut qu'il refasse le jet de dextérité. Et c'est un... c'est un 12. Je crois que c'est 13 mon jet de difficulté, donc il tombe prompt. Il tombe, il glisse, puis il essaie de s'agripper après les... Il essaie de s'agripper autour de lui. Il semble avoir bien de la difficulté à se déplacer. Malheureusement, ce sera tout parce qu'il va être obligé de réutiliser 50% de son mouvement pour continuer. Il quitte la graisse parce qu'il y a quand même une vitesse totale de 50 pieds par tour. Donc, il est capable de quitter la graisse, mais c'est la fin de son tour. GDC et Joseph, vous pouvez agir de pair. Que faites-vous? Je vais utiliser mon boomerang. Oh, that's it. Mais ouais, pour le lancer dans le fond, parce que je veux pas trop faire d'artifice, là, parce que on est quand même à couvert, entre guillemets. Là. Fait que je vais essayer de lancer mon boomerang en pleine poire du chat. Ça, c'est bon, ça. Donc, ça donne, pour toucher, j'ai un 1 naturel. 1 naturel. Ton boomerang tombe au sol et tu tends la main comme ça. But it's not coming back. Ton boomerang ne revient pas. Et tu te retrouves un peu désarmé. GDC 3000, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Le chat est à peu près une trentaine de pieds de vous. Quarantaine de pieds tout au bout. Alors, il va aller au-devant, il va se placer entre... Ah, tu m'as mis... Parce que c'est toi qui as fait ma page de personnage? Ok,
Ok, parfait. Avoir su, je vais pouvoir utiliser des points de chance un jour. Je savais pas que j'avais ça. Ouais, ben il va se placer entre le chat et moi, 3000. Puis s'il est capable de se rendre, parce que je sais pas combien il y a de mouvement, là, mais si physiquement il peut se rendre jusqu'au chat, il va arriver court, le fait qu'il est peut-être mieux pugiler. de prendre dodge action, ça va être court pour se rendre parce que vous avez parcouru toute la distance dans l'autre sens. Donc il est à une dizaine de pieds. Est-ce que tu veux ouais, qu'il ouais. ready une action ou qu'il se prépare à se défendre? Non, je voudrais qu'il ready in action en fait. Je voudrais qu'il soit prêt à faire comme un body slam, un coup de ventre au chat si jamais il essaie de s'en prendre à moi plutôt qu'à lui. Excellent, parfait. Donc il se place en position entre les deux, puis tu vois qu'il adopte l'attitude du lutteur, qui est un style que tu lui as appris après avoir assisté à des combats d'arène. Donc GDC est entre vous deux. Le chat se relève, va partir, puis il va essayer justement de pas s'en prendre à la bête de métal, mais se faufiler pour se rendre jusqu'à toi. Mais GDC était prêt. Bang! Il va y asséner son point. Est-ce que tu veux qu'il grapple ou tu veux qu'il l'attaque? Non, je voudrais qu'il l'attaque. Ça a été efficace premier tour. Alors je t'invite à rouler ton D20 plus 5. Oui. Je vais le noter que c'est plus 5. Ça donne 23. J'ai roulé 18. Wow, ça touche, évidemment, sur ce chat des montagnes. Et donc, tu peux Oui. rouler un D8 plus 3 de dégâts. Excuse-moi, j'ai roulé un D10. Je vais rouler un D8. D8. Ça donne 5. Plus 5. 3, t'as dit? Ouais, c'est ça, 5. 5, excellent. Donc, le point s'assène sur la bête qui essaie d'éviter au même moment, puis utilise le rebond pour ressauter sur GDC qui est entre vous deux, puis va s'attaquer à l'armure de métal. Son niveau d'armure est 15. Donc 15 est la marque à atteindre. Et le chat, malheureusement, va attaquer avec un maximum de 10. Les griffes qui mordent dans le métal, mais qui ne semblent pas du tout affecter ta construction à côté de toi. GDC, Joseph, c'est à vous. Que faites-vous? GDC est juste à côté de la panthère, t'es à peu près une quinzaine de pieds de lui. Ouais, je vais essayer d'utiliser mon action pour essayer de refaire mon cri fétiche pour essayer de lui faire peur. Là. Fait que je vais adopter une attitude menaçante, je vais taper des pieds, taper des bras, puis je vais faire... Essayer de l'intimider à fuir. Lui montrer que, garde ici, là, c'est pas lui le chat alpha. Là. C'est pas lui le chat alpha. Fantastique, belle expression que je vais utiliser au quotidien maintenant. Roule un D20 plus intimidation, s'il te plaît, Joseph. Ou si t'as Animal Handling comme modifier qui est supérieur, tu pourrais utiliser ça aussi. Non, je vais garder mon jet d'intimidation parce qu'on n'ira pas gnomer loin avec un Animal Handling. J'ai roulé 17. 17. Tu vois que le chat semble être incertain, intimidé par ce qui se passe. Visiblement, il constate que l'autre chat des montagnes à côté, le cougar, est au sol, blessé, hors d'état de battre. Il va peut-être essayer de prendre la fuite, ça dépend de ce que GDC va faire. Et JDC va se mettre entre le chat et moi encore, puis me voyant faire, il reconnaît notre technique d'intimidation qu'on a peaufinée au fil des années, puis lui aussi il va se mettre à taper des pieds et taper des mains. Par contre, il n'utilisera pas son action, là, si tu me permets, il fera pas plus d'intimidation. Il va plutôt être prêt à utiliser encore une fois son corps pour me protéger si jamais le chat s'avance vers nous. Excellent. Donc, encore une fois, il adopte une posture intimidante puis il prépare son point. Il semble se lever avec des pistons prêts à s'abattre sur la cible. Et le chat ne demandera pas son reste. Directement au moment où il voit que la tendance semble se retourner contre lui, c'est pas un combattant, c'est un prédateur. Il vire les talons et les pattes, puis il redédale en direction des bosquets et des forêts aux alentours, allant se perdre dans la forêt. Et c'est ainsi que le calme revient autour de toi. Un calme... soufflé de ce combat, la graisse au sol. Yes! Tu peux récupérer ton boomerang, le remettre dans ton inventaire. Pour nos auditeurs fidèles à Rage de 2, je pense que si je suis un fin renard, c'est le premier combat d'une série qui se tourne quand même bien pour un personnage. Normalement, les premiers combats sont... J'avais même moite, là, pour avoir écouté les autres aventures. Là, les premiers combats, c'est rough d'habitude. Non, exact. T'as réussi à éviter le premier combat avec les coupes-gorges sur la route, puis là, tu viens de faire fuir 50% des ennemis dans ce deuxième combat. Joseph a plus d'un tour dans son sac, aidé par son armure de métal. Tu ramasses ton boomerang, puis tu jettes un coup d'œil vers l'objectif de ce périple. Tu n'es pas ici pour chasser du chat. Tu es ici pour
la porte. Exact. Puis tu remarques qu'elle est creusée, taillée, à même le flanc de la montagne, sertie de runes, une gigantesque porte de pierre, très lourde, qui ne présente pas de poignée, ni ne présente pas de gonds. Je te décris le plus précisément possible ce que tu vois, puis au besoin, je te le redécrirai. La porte, ce sont 2 gigantesques morceaux de pierre d'une quinzaine de pieds de hauteur. Tout autour de ces 2 blocs de pierre, comme s'il y avait un cadre de porte, si tu veux, d'environ 5 pieds de largeur, ce sont des runes, des dessins qui ont été gravés, divisés sur la porte de gauche en 3 sections et sur la porte de droite en 3 sections. Ce qui veut dire qu'en tout et partout, il y a 6 sections de pierre taillées autour de la porte. Sur la porte, il y a également 6 petits morceaux de métal. Quand tu t'approches plus à proximité de la porte, tu te rends compte que ce sont des roulettes. Un peu comme la roue de fortune qui peuvent tourner sur eux-mêmes et qui sont disposées de façon aléatoire, mais semblent présenter 26 facettes, les 26 lettres de l'alphabet. Sur la porte elle-même, il y a des écritures dans 3 langues. Dwarvish, Gnomish, et ça a aussi été traduit dans la langue des hommes, le Common. Je lis ce qui est écrit, ensuite de ça, je te décris le reste de la porte. Sur la porte, il est écrit « Ils sont ceux qu'on peut nommer et sur qui on peut compter. Pour entrer, prenez ce qui compte. Choisissez les noms qui passeront à l'histoire. » Je le répète. Ils sont ceux qu'on peut nommer et sur qui on peut compter. Pour entrer, prenez ce qui compte. Choisissez les noms qui passeront à l'histoire. Et je vais te demander, Joseph, sur ça, de faire un D20 plus investigation, s'il te plaît. 19 plus 5, 24. Fantastique. Mais pour ta gouverne, j'ai utilisé un point de chance. Très bien, très bien. La chance des gnomes, eux qui t'ont appris à influencer subtilement le destin grâce à ta technologie. Au début, tu regardes, tu te frottes les yeux, tu es incertain. Tu réajustes ta vision, tu es comme, ok, ouais, maintenant je vois bien. Sur les 6 segments, sur le premier segment en bas à gauche, il y a 6 bêtes mythiques, mythologiques, dont Torque t'a déjà parlé dans une des histoires qu'il t'a racontées un soir. Ce sont des manticores. Il y a 6 manticores sur la première pierre. Sur la deuxième pierre, il y a un dragon à 3 têtes, une hydre. Sur la troisième pierre, c'est pas le symbole des armoiries, mais c'est le même animal qui est représenté. Il y a 5 aigles. Sur la quatrième pierre, il y a, à ta grande surprise peut-être, un bovin cornu. Il y a une vache. Sur la cinquième pierre, au début tu es incertain, celle-là te prend plus de temps. Tu creuses dans ta mémoire. C'est une représentation peut-être plus effrayante que celle à quoi tu te serais attendu. C'est des bêtes dont tu as entendu parler dans des histoires pour effrayer les enfants, de ne pas aller dans les bois aux alentours. Mais là, ça relève davantage du dessin anatomique, plus réel. Ce sont 2 trolls. Et sur la 6e pierre, il y a un animal fantastique, digne des légendes. 7 chevaux à cornes, ce sont 7 licornes. Il y a donc 6 manticores, 1 hydre, 5 aigles, 1 vache, 2 trolls et 7 licornes. Ça qui compose les 6 segments de pierre tout autour. Et devant toi, tu as 6 roulettes avec des lettres qui te permettent d'inscrire un mot. Et mon cher Joseph, tandis que l'on va te donner le temps pour réfléchir à cette énigme, on va aussi donner le temps à nos chers auditeurs de le faire, parce que c'est ainsi qu'on va terminer.
le 2e épisode de Feu à volonté. C'est bon, ça. Alors, je t'invite à réfléchir à comment tu vas résoudre cette énigme, ce que tu veux venir indiquer peut-être sur les roulettes. Et visiblement, ça semble être la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Fort probablement un message qui était déjà connu des alliés qui pouvaient venir dans cette citadelle, mais toujours la possibilité pour quelqu'un qui voulait revenir plus tard de pouvoir déchiffrer cette science ou cette énigme. Chers amis de Rage 2D, j'espère que je vais jouer dans vos neurones pour les prochains jours. Si jamais il y en a parmi vous qui ont la chance ou le plaisir d'avoir en leur possession Tasha's Cauldron of Everything, ben, vous pouvez voir en apprendre plus sur la classe de l'artificier, mais vous allez voir aussi qu'à la fin du livre, il y a des énigmes qui nous sont présentées, et c'est une adaptation libre de l'une de ces énigmes. Alors je vous invite à ne pas aller feuilleter ces pages avant d'aller trouver votre réponse, ou bien d'aller trouver la réponse et de vous sentir supérieur à tous parce que vous possédez le livre. Écoutez, votre attitude vous appartient. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour ce 2e épisode, et on se dit à très bientôt. À bientôt.